5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez comme chaque soir, puisqu'on va parler sport, de ce générique là qui nous rappelle un merveilleux été olympique et paralympique, bien évidemment avec les Jeux de Paris. On se retrouve pour une nouvelle émission à parler sport jusque minuit, comme je le disais si bien, pour le Campus Sport Club, le CSC, qui fait son retour avec une équipe de choc ce soir. Je tiens à adresser un petit message quand même à Mathis, qui n'est pas des nôtres, mais qui aurait aimé être là, je le sais bien. Et pour largement tenir la maison CSC avec moi ce soir, ils sont 4, ils sont beaux, ils ont l'air pas trop fatigués. Donc ça devrait aller. Ah, quoique, Julia qui plisse les yeux. Bon, je dis ça. C'est Marin, Julia, Noé et Guillaume. Comment vous allez tous les 4 ? Et là, on parle tous en même temps. Et là, c'est un magnifique cacophonie, on dit. C'est ça, hein, je crois, cacophonie. Non, Marin, comment tu vas, toi ? Bon, écoute, ça va très bien. Très content de retour en direct sur le CSC. Ouais, oui, mais c'est vrai. Ça fait combien de temps, toi ? Moi, c'était avant les vacances pour le hors-série. Ah ouais, tu dates. Ah ouais, ça fait longtemps. Ah ouais, il date beaucoup. Alors que Julia et Guillaume, je t'oublie pas, hein, Julia et Guillaume qui étaient là il y a pas très très longtemps, puisqu'on a pu enregistrer ensemble un épisode de hors-série que je vous invite à aller écouter sur nos plateformes YouTube, Spotify, Deezer, sur le biathlon. Et depuis, vous avez passé un bon week-end, ça va ? Vous allez bien ? Très bien. Bah oui, ça fait un petit peu moins longtemps, c'était il y a 10 jours maintenant, je crois. Ouais. Et ouais, l'épisode qui est sorti la veille du début de saison pour le biathlon, donc très sympa à tourner et contente d'être de retour. Ouais, et toi, Guillaume ? Ouais, en pleine forme, et puis du coup la saison de biathlon a commencé, donc c'est cool là que on voit les premières étapes, donc c'est sympa. Super. Et je l'oublie pas, Noé quand même qui est avec nous, qui est la belle roue, 4e roue du carrosse CSC. Comment tu vas, la petite sorcière ? Super. Ça va super, très très content d'être là. Bon, j'ai remarqué que tu me demandes pas quand est-ce que c'était la dernière fois. Je me sens vraiment comme la 5e roue du carrosse. Non, je sais quand c'est, toi. Mais ça date, je crois que c'est encore plus vieux que Marin. C'était 3 semaines. Ah non, quand même. Ah, donc Marin, c'est l'ancien. C'est Marin. Et pourtant, Marin, pour ceux qui auraient regardé les émissions ou réécouté les émissions plus tôt, puisqu'il n'y a pas grand chose à regarder, j'avoue, sur YouTube, il y a des gens qui t'attendent, en tout cas. Ouais. À chaque fois, impatiemment. Ils sont là. Ouais, ça me fait marrer, ça. Ça me fait un peu marrer. Le fan club de Marin. Le fan club de Marin, voilà. Et on les invitera un jour. Ouais. On les embrasse. Il faudrait. Bon, écoutez, si tout va bien, petit souci technique, j'ai l'impression dans les oreilles, mais on va voir si ça se règle, je sais pas pour vous. En tout cas, on va pouvoir démarrer cette émission comme d'habitude avec les résultats, et donc pas de Mathis, mais de nous-mêmes. On marque le coup d'envoi de cette émission. Tout de suite, place aux résultats dans le Campus Sport Club. Ouais, on va voir si il n'y a pas des petits problèmes de micro. En tout cas, nous, peut-être ici, peut-être pas pour vous, auditeurs, auditrices. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on vous espère. On va pouvoir attaquer ces résultats, avec une page football pour commencer. Puisque je me munis de mes dernières informations. Le coup de sifflet final a bien retenti. Ce soir, jouait l'équipe de France féminine de football pour un nouveau match amical face à l'Espagne. Et l'équipe de France s'est inclinée 2-4 à domicile. Enfin, à domicile, à l'Allianz Riviera de Nice. Partout en France, c'est domicile. En tout cas, les Françaises qui ont perdu avec des buts côté tricolore de Kalidiatou Diani en seconde période. Et puis, c'était un contre son camp en première période pour les Espagnols. Et elle a noté une ouverture du score de la double Ballon d'Or de ce fait depuis quelques semaines. Aitana Bonmati pour les Espagnols qui ont parfaitement géré cette rencontre. Des Bleus qui s'étaient quand même imposés samedi soir pour ceux qui ont peut-être suivi la rencontre sur W9. C'était face au Nigeria et c'était sur le score de 2-1 grâce encore à cette, un tuable Eugénie Le Sommer et Amel Majri qui avait été les buteuses côté tricolore.
Et puis, je vais continuer un peu de football, et peut-être que là, vous allez pouvoir un peu plus intervenir là-dessus dans la foulée. On va revenir un peu dans le passé. Un petit mot quand même de Ligue des Champions avec le LOSC, qui s'est imposé 2-1 sur le terrain de Bologne mercredi dernier. Il poursuit sa très belle campagne en C1 grâce à un doublé de son jeune milieu congolais Ngalaïel Mouko, qui a signé même à l'occasion ses premiers buts sous les couleurs lilloises. Et le même soir, c'est Monaco, par contre, qui s'est incliné 3-2 contre Benfica. Après quelques erreurs d'arbitrage, en tout cas c'est ce dont s'est plaint énormément l'ASM, puisque devant 1-0 puis à 2-1, les Monégasques ont été réduits à 10 avec un carton rouge avant leur second but et ont concédé en toute fin de match 2 buts sur les dernières minutes avec 2 centres d'un ancien Parisien, un sacré Angel Di Maria, voilà, qui a l'air de s'éclater là-bas. Pour finir un peu sur la Ligue des Champions, c'était le gros choc de la soirée aussi ce mercredi-là, c'était Liverpool-Real Madrid. Les Reds ont fait la différence en seconde période pour finalement l'emporter 2-0 à Anfield, alors que Kylian Mbappé avait raté un penalty en seconde période pour égaliser et que Mohamed Salah, dans la foulée, a aussi loupé son penalty, mais ça j'y reviens juste après sur ce Mo Salah. Vous avez des enseignements, vous, de cette Ligue des Champions, de comment ça a l'air de bien se passer ou pas pour le LOSC ou d'autres clubs que vous avez envie de mettre en avant? On arrive quand même à la 6e journée maintenant. Bon, ça moi je vais bien me lancer sur le PSG du coup. Mais oui, mais parce que personne, vas-y. En tant que grand supporter parisien, c'est quand même inquiétant là, parce que là ils sont même pas qualifiés dans les 24 premiers pour éventuellement disputer un barrage. Donc pour le champion de France en titre, ça fait quand même tâche. Concernant le LOSC, c'est un super parcours qui se poursuit avec un calendrier qui était pas évident. La Juve, le Real, l'Atlético. Donc très belle surprise. Et puis Brest là qui a chuté pour la première fois de la saison aussi contre le Barcelone. Ils ne sont pas démérités 3-0, mais bon là la marche était peut-être un peu haute. Donc voilà, quand même globalement satisfait des clubs français. Pardon Guillaume, excuse-moi, je communiquais en langue des signes avec ma. Oui, c'est vrai que Paris c'est un peu bizarre. En tout cas de par les effectifs. Et pour ce qui est du LOSC, vous, je sais pas si vous aviez une envie spécifique de rebondir. Noé, toi, t'avais est-ce que pour toi ce LOSC là, c'est assez exceptionnel ce qu'ils font ou Ouais, c'est quand même une plutôt bonne performance parce que enfin même les clubs français finalement. Oui, franchement les clubs français, je pense qu'on peut se réjouir de ce qu'ils sont en train de réaliser. Avec effectivement Paris, c'est pas eux qu'on aurait imaginé à la 25e place à cette 6e journée. Mais Brest, déjà, saison la plus... Est-ce que on peut déjà dire que c'est une des saisons les plus exceptionnelles de leur histoire? Déjà, ils découvrent la Ligue des Champions. C'est ça, c'est impressionnant. C'est déjà exceptionnel. Monaco, top 8. Lille, 12e, là, alors qu'il reste 3 matchs. J'avais vu des statistiques qui disaient que à peu près 99% de chance pour que... Oui, maintenant, avec Monaco, ils ont 99%, enfin, ou avec Brest, ils ont 99% de chance d'être qualifiés ou... C'est ça, donc des équipes dans françaises... les 24. Ouais, c'est ça, les 24. Des équipes françaises en tour à élimination directe de Ligue des Champions. 3, potentiellement 4, si Paris réussit à se qualifier. Guillaume le souhaite. Ouais, c'est encore possible. Après, oui, ils ont eu le plus dur. C'est ça. Et puis le format de cette année est quand même pas évident. Il y a aussi Manchester City qui a du mal. Je crois qu'ils sont au-delà d'un 15e place. Le Real Madrid qui est juste devant le PSG. Donc il y a ça perturbe beaucoup les gros cette année, cette nouvelle formule. Donc quelque part c'est cool. Ça laisse aussi de la place à d'autres plus petits clubs. Mais pour le PSG, je pense que c'est quand même encore possible s'ils gagnent leurs 3 prochains matchs. Donc c'est contre Salzbourg le prochain. Il y a aussi un match contre Manchester City et le dernier match, l'équipe m'échappe, mais c'est une équipe abordable normalement. Donc tout est encore possible pour qu'on ait les 4 clubs français en février prochain. Et puis je glisse un tout petit mot quand même avant d'aborder la Ligue 1. Je parlais du penalty raté de Mohamed Salah face au Real Madrid en Ligue des Champions. Ce penalty contre Manchester City dimanche, il a bien réussi lors de la victoire de Liverpool quand même contre Manchester City. C'était le choc un peu du week-end du football européen. L'équipe de Pep Guardiola qui s'est inclinée 2-0 à Anfield et qui reste désormais sur 7 matchs sans victoire. Et peut-être une petite grosse sonnette d'alarme quand même du côté de l'Etihad Stadium. Je continue encore avec un peu de football, un peu de Ligue Europa. Un mot sur les clubs français qui ont connu des fortunes diverses. L'OL a largement dominé, même giflé Karabakh sur le score de 4-1 là-bas en Azerbaïdjan du côté de Bakou. Et à l'inverse, le GC Nice a subi le même score mais à domicile à l'Allianz Riviera face aux Glasgow Rangers 4-1 et la coïncidence veut que ça me permet une superbe transition. 4-1, c'est le même score qu'on retrouve entre ces deux équipes qui se sont affrontées dimanche. Lyon s'est imposé 4-1 au Groupama Stadium face aux Aiglons. Score net et sans bavure en apparence, mais l'OGC,
Un petit écho aussi à l'ASM en Ligue des Champions. L'OGC Nice s'est grandement plaint de l'arbitrage de Bastien Dechepy, comme un pénalty non sifflé et un but d'Alexandre Lacazette sur ses 3 du jour. Lui qui a signé un triplé qui aurait pu ou dû être refusé pour une faute sur un défenseur niçois. Toujours en Ligue 1, toujours dimanche, l'Olympique de Marseille s'est imposé quant à lui au bout du suspense 2-1 face à Monaco au stade Vélodrome. Le PSG, toujours leader du championnat mais qui n'a plus que 7 points d'avance sur les Phocéens, a buté la veille au Parc des Princes contre Nantes, 1-1, c'était samedi soir. Malgré plus de 1000 passes tentées, j'ai vu, et près de 85% de possession, là, il y a peut-être aussi de quoi rager, mon petit Guillaume. Et puis, côté nordiste, enfin, Lens l'a emporté avec la manière sur la pelouse de Reims 2-0 et a retrouvé de l'efficacité en attaque, alors que Lille est reparti de Montpellier, pourtant lanterne rouge, ce MHSC, avec un petit point, la faute à l'égalisation dans le temps additionnel de Arnaud Nordin. Jonathan David, auteur d'un doublé, a inscrit ses 98 et 99e buts au LOSC, en tout cas. C'est plutôt pas mal. Allez, fini le foot, place au handball avec le championnat d'Europe féminin qui vient de commencer et la phase de groupe parfaite pour l'équipe de France après avoir dominé la Pologne 35-22 jeudi en ouverture, avoir battu de justesse l'Espagne 24-22 samedi. Elle a récité son handball contre le Portugal hier dans une victoire 28-16. Grâce à ces 3 victoires, les Bleus sont qualifiés pour le tour principal et je vous renvoie dans le futur à la future chronique des immanquables de Guillaume pour savoir ce qu'il va advenir de notre très chère équipe de France féminine. Et puis là, j'imagine que c'est le moment où je l'ai un peu introduit en vous parlant de vous, Julia et Guillaume. On attaque quand même ce qui nous a pas mal intéressé ces derniers jours. C'était le retour du biathlon, un mot de neige, enfin, c'est la période, c'est les fêtes. J'espère que vous avez ouvert votre calendrier l'avant d'ailleurs. Sur la première étape de la Coupe du Monde, c'était à Kontiolahti en Finlande. La France n'est pas passée loin du doublé en relais. Les hommes se sont imposés avec un magistral 38/40 au tir. Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault avaient même laissé le dernier relais sans aucune faute avant qu'Emilien Jacquelin ne commette 2 petites erreurs et 2 pioches pour finalement quand même donner une très belle victoire à nos messieurs. Et chez les femmes, Lou Jean Monod, Justine Brezas-Boucher, Sophie Chauveau et Julia Simon ont terminé à la 2e place, juste derrière la Suède. Pour vous, c'est des résultats attendus ou vous auriez peut-être vu d'autres nations faire quelque chose de mieux que nos Français? Disons que la Norvège partait largement favorite chez les hommes. Et c'est pour ça aussi que le fait que Emilien Jacquelin ait le 40/40 au bout de sa carabine, ça a dû être lourd au moment de tirer. Chez les femmes, pareil, les Norvégiennes étaient quand même dans les nations favorites. L'Italie était un peu derrière vu que leur leader Lydia Vitozzi était absente. Cependant, les femmes ont fini 2e avec la mésaventure de Julia Simon qui a eu une crampe, peut-être une lésion musculaire, on sait pas encore si les examens ont révélé quelque chose de plus grave. Mais sinon, je dirais que globalement, la logique était plutôt respectée. Les Suédoises ont quand même fait une très belle course aussi, donc voilà. Ah oui, clairement. Non, nos Français sont vraiment allés chercher cette victoire parce que l'adversité, en tout cas, avait l'air au rendez-vous. Et peut-être chez les messieurs, est-ce que cette victoire, c'est vraiment dû grâce au tir plutôt qu'au ski, lorsqu'on sait que les Norvégiens étaient quand même pas non plus en méforme, hein. Faut pas se le cacher. Les Français ont quand même, les skis, en tout cas, sur les skis, ils avaient l'air très bons physiquement et ils ont même dit que ils mettaient plusieurs mètres à leurs concurrents. Donc, je pense que c'était un bon travail aussi de la part de l'équipe technique et qui devait être satisfait de ce côté-là. Guillaume, tu rejoins cette idée-là? Ouais, carrément. Juste, ça avait mal débuté quand même la toute première course, le relais mix avec Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet qui a malheureusement loupé le tir debout qui a coûté la victoire à l'équipe de France sur l'équipe de Suède. Ouais, tu dis ça va, c'est un mal pour un bien, mais on est quand même 2e. Mais c'est ça. Mais il y avait quand même la place pour la victoire, donc c'était quand même un peu rageant. Mais après, ils ont super bien rebondi les garçons en remportant le relais. Donc les débuts sont très prometteurs en tout cas cette saison. Effectivement. J'avance un petit peu dans ces résultats maintenant. Après du biathlon, on revient dans la chaleur des salles en intérieur et des parquets. En basket, les clubs français ont connu une folle semaine en Euroleague. Paris Basket a battu Bologne 81-78 pour sa 8e victoire consécutive dans la compétition qu'il découvre aussi. C'est le Brest de la Ligue des Champions. C'est donc Paris. C'est en Euroleague. Monaco, pour la première fois avec son coach Vasilis Spanoulis, j'espère que j'ai bien dit, est allé gagner chez le champion en titre, le Panathinaikos 91-88. La Svel a disposé de l'Anadolu Efes. Ça commence à être de plus en plus dur les noms.
97-82 après un excellent 4e quart-temps. Là aussi, c'est cocorico, en tout cas dans la compétition. Marin, je te vois hocher de la tête. Je sais pas du tout si tu avais un retour à faire là-dessus. Non, mais c'est une super nouvelle en tout cas. Satisfaction européenne. Ouais. Franchement, c'est de bonne augure. Bah, si dans toutes les compétitions mondiales ou européennes, on arrive à se régaler, nous Français. Moi, je dis pas non. Moi non plus. Je cache pas mon plaisir. Un mot de rugby avec l'Ovalie en top 14 maintenant. Toulouse a battu le Racing 21-17 pendant le week-end. Clermont a déroulé face à Castres 54-10. Le promu Vannes a décroché la première victoire de son histoire à l'extérieur en faisant tomber La Rochelle sur le score de 23-14. Et puis, on va quand même finir avec un peu de sport mécanique, avec un petit tour du côté du Qatar. On était sur l'avant-dernier Grand Prix de la saison, là-bas, sur le circuit de Losail. Et Max Verstappen, déjà champion du monde, a remporté l'avant-dernier Grand Prix de la saison là-bas. Il a devancé, à l'arrivée, Charles Leclerc et Oscar Piastri. Là aussi, est-ce que autour de moi, j'essaie de scanner du regard, est-ce qu'il y a des gens qui sont sûrs? Et Julia, est-ce qu'il y a un petit sourire dans le coin? Pour savoir un petit mot de Formule 1, est-ce que du coup avant d'arriver à ce dernier Grand Prix de la saison, est-ce que ce Grand Prix du Qatar nous a appris quelque chose à part peut-être du coup toujours ce duel entre constructeurs, ce qu'on attend? Oui, puis une belle 5e place aussi de Pierre Gasly. Ça, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. Le faire bon. Il finit fort. Donc, ouais. Il aime bien finir fort. Ouais. C'est souvent en fin d'année qu'il décroche ses podiums ou ses victoires, notre petit Pierre. Je vais en parler juste après en plus d'ailleurs. Et puis voilà, est-ce qu'il y en avait un qui voulait rajouter un mot sur Pierre Gasly? À quel point il est beau Sachant que Marin va nous parler, normalement dans les news, de son partenaire. Oui. J'en parle pas exprès. On tease ici. Et ben écoutez, ainsi que se ferme la page des résultats. Et petite devinette pour vous, avant de lancer la première musique du soir. Si je vous demande quel est le point commun entre l'émission de ce soir, Diego Armando Maradona, Pierre Gasly et Grazzadi de l'équipe de France, qu'est-ce que vous me répondez à ça? Ah là, c'est dur, hein. Là, tu dis quoi? Attends, mais ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que l'un de vous est Armando Maradona? Non, il y a pas? À part le sport. Bah non. C'est tous des numéros 10. Et oui, ce soir, c'est la 10e de ce Campus Sport Club. Ah là là, et qui de mieux que Booba et un petit numéro 10 que des numéros 10 dans ma team pour démarrer cette soirée. J'aurais jamais cru voir ça sur Radio Campus. Et comme quoi tout est possible, et c'est ça la magie. C'est ça la magie. On s'écoute notre B2O à nous et on revient juste après pour les news de Marin. On a bien teasé. Ouais. À tout de suite. Que des numéros 10 de notre très cher Booba Bézo, comme quoi, Guillaume, tu vois, tout est possible. Tout est possible sur Radio Campus Lille 106,6. J'espère que vous passez un bon début de soirée, même que peut-être que vous avez écouté les précédentes émissions avec Yann, par exemple, juste avant dans Chrysanthème, et que vous passez toujours, surtout une agréable soirée. On est dans le Campus Sport Club. On va pouvoir poursuivre cette émission à parler sport jusque minuit. Et puis, juste après les résultats, évidemment, c'est l'heure des news préparées par Marin qui fait son grand retour, comme il l'a si bien dit, mais juste après ce jingle. Les actualités sportives de la semaine, c'est tout de suite dans les news du Campus Sport Club. On va démarrer avec du chaud, très chaud et presque alarmant, même, mon petit Marin. Et oui, c'est tombé aujourd'hui. Le coureur belge Remco Evenepoel a chuté ce matin à l'entraînement dans la commune de Tingen. Le coureur belge de 24 ans aurait heurté la portière d'un véhicule de la Poste et a été transporté à l'hôpital d'Anderlecht, d'après le quotidien Het Nieuwsblad. Son équipe Soudal Quickstep a annoncé dans un communiqué qu'il souffrait de multiples fractures à la main droite, à une côte et à l'omoplate droite. Pour rappel, il s'était déjà fracturé l'omoplate en début de saison dernière sur le Tour du Pays Basque. Il avait aussi chuté sur le Tour de Lombardie, donc 3e grosse blessure pour le Belge. Et ce genre d'incident est très fréquent dans le monde du cyclisme professionnel. On avait l'exemple d'Egan Bernal qui, en 2021, avait percuté un bus, avait frôlé la mort. David Rebellin qui était décédé à l'entraînement en 2022. Et plus récemment, un jeune Français de 19 ans, Thomas Bouquet, qui était décédé suite à une percussion avec un camion. Est-ce que vous pensez que les conditions d'entraînement devraient être améliorées pour les cyclistes? Est-ce que vous avez des idées? Bon, on sait par exemple qu'il y a beaucoup d'entraînement en indoor maintenant. Ou est-ce que vous pensez que ce risque-là fait partie intégrante de ce sport?
Ah, c'est compliqué, hein. Surtout quand c'est dans des milieux comme ça, pas du tout aménagés. Là, on est vraiment en milieu urbain. Et là, c'est même la question, je pense qu'elle est même au sens très très large de tous les cyclistes, qu'ils soient pros ou amateurs. C'est sûr. Ouais, c'est ça. En Belgique, je sais même pas du tout s'ils sont dotés d'énormément de pistes cyclables, bandes cyclables. Je sais que les Pays-Bas sont à ce niveau-là. À Lille, nous, déjà sur la métropole, il y en a pas mal. Je sais pas si vous les utilisez, vous les fréquentez. J'ose croire que la Belgique est pas mal là-dedans. Ouais, il doit y avoir des pistes, mais après, pour un Remco lancé à 50 à l'heure, une piste cyclable, ça peut être périlleux. On arrive sur d'autres problématiques, donc je sais pas si autour de moi, si y en a certains qui ont déjà eu écho de ces problèmes-là, s'ils ont déjà eu des pistes, des solutions en tête. Peut-être pas révolutionner le milieu, mais on peut toujours en parler. Les conditions d'entraînement, je sais pas, parce que là, c'était vraiment un incident hors... Enfin, c'était en extérieur, mais je veux dire, c'était dans la vie de tous les jours, et malheureusement, bon, il s'est entraîné à ce jour-là, et j'avais vu pendant le Tour de France, il y a beaucoup de messages de prévention au moment de la publicité entre les courses où justement ils essayent d'alarmer sur ce phénomène, et même plus récemment il y a eu pas mal d'histoires à Paris un cycliste qui s'était fait renverser malheureusement il y a quelques temps. Il y a toujours beaucoup de faits divers ces derniers temps de cyclistes qui décèdent ou qui sont envoyés à l'hôpital. Voilà. C'est vrai. Et même quand tu disais pendant le Tour de France, même Vélo Club, il me semble en après-émission, il y avait une chronique où de temps en temps, en tout cas, il y avait Thomas Vauclair qui prenait la parole sur la sécurité, ou en pleine course. Oui, pendant la course. Ouais, dans la course. Ouais, qui rappelait des codes et des règles du code de la route, des choses comme ça, donc c'est pas plus mal. C'est vrai que dans le cas d'un Remco Evenepoel, on se dit que toujours c'est des conditions très particulières, c'est pas ce que nous on va faire le dimanche. Mais il y a de quoi s'inquiéter, surtout pour lui, son état de santé, il commence... Enfin, c'est plus l'accumulation de blessures. Ouais, c'est quand même assez sérieux. Donc après, il faudra voir quand est-ce qu'il peut reprendre l'entraînement. Mais bon, pour l'instant, c'est une blessure qui semble quand même plutôt lourde. Mais au moins, il a évité le pire. Il a évité le pire. Et il y en a peut-être un qui est pas en passe d'éviter le pire. Puisqu'on va faire un tour au tribunal peut-être. Et oui, c'est l'affaire Pogba qui a commencé il y a une semaine tout pile. Mathias, le grand frère de Paul, était entendu ce mardi. Pour rappel, cela concerne l'enlèvement et la séquestration de Paul Pogba en avril 2022 par des amis d'enfance qui voulaient lui extorquer 13 millions d'euros, soi-disant pour l'avoir protégé. L'affaire est devenue publique suite à la publication de vidéos par Mathias, accusant Paul d'avoir demandé à un marabout d'ensorceler Kylian Mbappé. Mathias est donc jugé pour avoir fait pression sur son frère. Entendu aujourd'hui, le frère du joueur a assuré avoir agi sous la menace et avoir été en bon terme avec son frère jusqu'à cet événement. Paul, qui est absent au procès, a lui donné une toute autre version, assurant que son frère lui demandait fréquemment de grosses sommes d'argent. Mathias Pogba encourt jusqu'à 7 ans de prison. Et on reste dans le football, mais cette fois-ci sur les rumeurs de transfert, avec la rumeur de Mohamed Salah, l'attaquant prolifique de Liverpool qui réalise une saison exceptionnelle. D'après l'équipe, le PSG serait en discussion avec le joueur égyptien, malgré un démenti du club parisien. Et on va clôturer cette page football. En tant que supporter nantais, je ne pouvais pas passer à côté du traditionnel changement d'entraîneur. On le connaît bien maintenant, il a lieu 1 à 2 fois par saison en moyenne. Et cette fois-ci, c'est Antoine Comboiré qui devrait être remplacé pour la 2e fois en 2 ans. La piste privilégiée par le président Valdemar Kita serait l'ancien entraîneur de Porto, Sergio Conceição, actuellement sans emploi et qui avait coaché le club en 2016-2017. Du coup, Comboiré devrait revenir d'ici 1 an et demi. Oui, ou Domenech, on verra bien. À voir qui est le pire. Oui, finalement. Très bien. Allez, un petit mot. J'avais conclu les résultats sur cette discipline et je l'ai aussi un peu évoqué. On revient sur la Formule 1. Et oui, hier, lundi, l'écurie Alpine a annoncé qu'Esteban Ocon ne disputera pas le Grand Prix d'Abu Dhabi. Le pilote français, dont le contrat s'achèvera à la fin de l'année après 5 ans au service de l'écurie française, rejoindra Haas en 2025. Il participera aux essais de fin de saison pour l'écurie américaine et laisse donc sa place dans le paddock à l'Australien Jack Doohan pour le dernier Grand Prix de la saison le week-end prochain. On sait que cette saison a été compliquée chez Alpine, notamment dans le management entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, dont on sait qu'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde, et évidemment l'incident du GP de Monaco qui n'a pas arrangé les choses, où les deux pilotes se sont percutés et où la faute a été attribuée à Ocon. Malgré tout, est-ce que vous ne trouvez pas cette fin un peu brutale? Est-ce que c'est pas un peu un manque de classe d'Alpine de couper court après 5 ans d'histoire commune avant le dernier GP? Moi, je trouve aussi qu'il y a... alors, j'avais vu aussi des retours, des avis, peut-être de personnes beaucoup plus Formule 1 que moi et peut-être beaucoup plus alpines, même peut-être pro-alpine,
qui disait comme quoi que c'était un peu témoin que c'est pas forcément les pilotes le problème chez Alpine. Depuis quelque temps, est-ce qu'on peut parler de manque de classe, même pour ceux qui sont peut-être pas fans de Formule 1, mais un Français dans son écurie française qui a fait 5 ans, qui a donné des victoires, des podiums, qui a toujours fait le job à peu près correctement. Je peux pas souvenir qu'il ait fait beaucoup de fautes. En tout cas, qu'on lui ait pas attribué comme ça. Est-ce que pour vous, c'est un peu triste aussi pour un grand sportif français qui est Esteban Ocon? Vraiment pas une experte de Formule 1 non plus, mais c'est pour ça j'insiste sur le côté juste à l'échelle d'un sport comme ça, de faire 50 bons. Ça se fait rare aussi un peu peut-être cette thématique de rester sur le long terme et d'avoir rendu service et d'avoir apporté quelque chose à une marque en fait. Ouais. C'est une marque. Il sort un petit peu par la petite porte involontairement mais j'avais vu sur les réseaux sociaux que le compte de Formule 1, je crois, beaucoup reprochaient du coup à Alpine de rendre un hommage un peu moins on va dire extra, enfin sympa quoi, contrairement au compte F1 qui avait vraiment fait une super affiche avec des remerciements, contrairement à Alpine où pour le coup c'était très simple et sans feu d'artifice, on va dire. Non, on a presque l'impression qu'ils ont envoyé l'info par la fenêtre et puis ils ont dit prenez-la comme bon vous semble et on verra quoi. Mais a priori du coup donc c'est fini. Il peut déjà donc préparer son après Alpine. Ouais, c'est peut-être un mal pour un bien du coup puisqu'il pourra s'entraîner avec Haas avant la fin de saison. Très bien. Et un petit mot sud. Ouais, petit mot rugby, puisqu'on va parler de Mathieu Jalibert qui a annoncé samedi dernier la prolongation de son contrat avec l'UBB jusqu'en 2028. Le demi d'ouverture l'a annoncé sur la pelouse de Chabandelmas devant les supporters après la victoire face à Montpellier. Il est aussi revenu sur son départ du groupe France au milieu de la tournée d'automne qui avait fait un peu polémique. Il a dit « J'ai exprimé des choses à Fabien sur un mal-être que j'avais et on m'a proposé de faire un break et de rentrer à Bordeaux, chose que j'ai acceptée. Je ne me suis pas éloigné de l'équipe de France, j'en reste toujours un joueur et si on fait appel à moi, je monterai à Marcoussis avec le plus grand plaisir. On parle beaucoup de bien-être, de santé mentale, parfois il faut savoir dire stop quand il y a un trop-plein, c'était pour moi la meilleure option. L'affaire semble donc réglée et la parenthèse fermée. On le verra probablement de retour à Marcoussis en février pour le tour de destination, même s'il est fort probable que Romain Ntamak prenne le poste de numéro 10. Et puis un petit mot balle jaune avec des affaires qui font pas toujours plaisir à entendre. Et oui, nouvelle affaire de dopage en tennis. La numéro 2 mondiale aux 5 grands chelems, Iga Swiatek, a été testée positive à la trimétazidine, pardon. Tu dis mieux que moi, donc déjà bravo. Ouais. Et a été suspendu 1 mois. Le test réalisé le 12 août hors compétition a révélé donc qu'elle était positive à un médicament contenant cette molécule. Iga Swiatek se défend de tout dopage intentionnel, ajoutant que la dose de produit était extrêmement faible. Ayant fait appel de la décision, sa suspension s'achèvera demain, mercredi 4 décembre. Après l'affaire Sinner qui avait été positif à des substances dopantes en mars dernier et plus anciennement l'affaire Simona Halep qui avait été suspendue pour 4 ans en 2022, pensez-vous que le tennis doit faire plus en matière de lutte anti-dopage ? Déjà, en tout cas, il les trouve, les matières dopantes. Oui. C'est déjà un bon point. Parce et après, est-ce qu'ils les trouvent tous ? Ah non, alors là, c'est peut-être un autre débat, mais il y a déjà des sports où pour faire la track, on sait qu'en natation, en athlétisme, c'est peut-être un peu plus, je sais pas pourquoi, peut-être c'est d'autres produits, d'autres substances. En tout cas, c'est meilleur signe quand on en parle, parce que quand on n'en parle pas du tout, souvent, ça a tendance à plus cacher quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a plus d'affaires de dopage qui éclatent dans le tennis en ce moment qu'avant, donc peut-être un mal pour un bien. Oui, à mon avis, peut-être en revenant dans les années 90, on trouverait 2-3 tests virés au violet. C'est possible. Et pour vous, est-ce que c'est encore plus grave ou est-ce que c'est juste un concours de circonstances, que ce soit des numéros 1 et 2 mondiaux en plus qui prennent cette image-là en tout cas? Moi, je pense pas que, enfin, à mon avis, c'est peu importe le classement de ceux celles et ceux qui sont prises la main dans le dopant, si j'ose dire. La main dans le tube. La main dans le tube, exactement, la main dans la pipette. Mais surtout, on se souvient que à l'affaire de Sinner, il y avait eu pas mal de joueurs et joueuses de tennis qui étaient dans les circuits secondaires qui se plaignaient du traitement d'un traitement de faveur qui était réservé aux mieux classés. Donc, à mon avis, la question, ça va être surtout de traiter de manière égale, peu importe
le prestige du joueur ou de la joueuse impliquée. Un peu un 2 poids 2 mesures. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça c'est un vrai enjeu, à mon avis, sur le traitement de ces affaires. Oui. Et voir aussi à quelle fréquence sont contrôlés ceux qui en fait font la lumière de leur sport. C'est aussi pour ça le numéro 1, numéro 2, c'est plus que si certains veulent suivre et être dans ce sport-là, finalement, si en plus on apprend que vous êtes tous des tricheurs, c'est un peu compliqué. Après pour Ziantec ça va, hein, parce qu'un mois qui est déjà purgé, Ouais. on est quand même sur la sanction la plus cool de l'histoire. J'ai pas compris pourquoi elle a fait 3 semaines de suspension. Ensuite, elle a joué la Billie Jean Cup. Et après, elle a refait une semaine. Enfin, c'était pas un mois consécutif. C'était assez particulier. Alors après, c'est peut-être aussi parce que la Beijing King Cup, elle fait, c'est pas dans le Hors cadre de la circuit. WT, enfin c'est Ah. l'ITF. Peut-être que c'était pas spécifié WTA. que dans sa suspension, il était question des compétitions. D'accord. Mais ouais, je sais pas. C'est très possible. Ouais. Et puis allez, on finit. On aime bien la glace et puis on va même parler d'hiver après avec Julia. Donc un petit mot quand même d'un autre sport dont on parle pas beaucoup. Et non, c'est vrai. Le patinage artistique, clap de fin pour Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis en patinage artistique après 5 titres européens, 5 titres mondiaux et un titre olympique en 2022. Le couple avait décidé de faire une pause d'1 an après leur sacre en 2022. Cette pause sera finalement définitive, mais ils auront quand même marqué le patinage artistique français de leur empreinte. Ouais, et puis vachement bien marqué, hein, parce Ouais. que c'est vrai que déjà c'est déjà bien de marquer le patinage artistique français. Et là, merci à eux en tout cas. Merci beaucoup Ouais. et merci à toi, Marin, Avec pour plaisir. cette bonne chronique des news. Et puis, allez, on enchaîne. On va pas tarder. Julia trépine d'impatience. On parlait de patinage artistique. On va revenir dans un autre sport d'hiver, une autre discipline, celle du ski de boss avec un autre nom qui elle aussi a bien marqué l'histoire olympique française. Qui est l'athlète marquant du moment? Réponse maintenant avec le portrait dans le Campus Sport Club. Mais qui est cette athlète marquante du sport que j'essaye d'évoquer subtilement, mais que j'ai pas réussi à faire avec beaucoup de subtilité, Julia? Ah, oui, c'est vrai que tu as bien, on va dire, teasé ce début de chronique. Pour le portrait aujourd'hui, je voulais évoquer une grande championne dont le sport est peu mis en valeur, hormis pendant les Jeux Olympiques. Après un an de pause, Perrine Lafont a effectué un comeback tonitruant en ski de boss. Donc pour revenir un peu sur son histoire, elle a beau être née dans le département de l'Ariège, elle a grandi dans les montagnes des Pyrénées où elle a chaussé très jeune les skis. Elle suit les traces de son père et de son frère qui l'ont inspirée à essayer le ski acrobatique dès qu'elle en a eu la possibilité. Souhaitant devenir monitrice durant son enfance, elle tente le ski alpin et dans le même temps, elle s'essaie à la danse classique. Mais sa décision se porte finalement vers les bosses pour le plus grand plaisir de ses proches. À 14 ans, elle est repérée par Ludovic Didier, entraîneur des équipes de France qui la convie en Coupe du Monde. Et cette équipe de France, ça va devenir comme une deuxième famille pour Pep, comme on la surnomme, et son statut il va vite évoluer puisqu'elle va peu à peu s'imposer en tant que leader. Encore adolescente, elle dispute à 15 ans ses premiers Jeux Olympiques en Russie à Sotchi, lors de l'année 2014, et 4 ans plus tard, c'est la consécration. Elle devient la première Française championne olympique de l'épreuve de ski de boss lors des Jeux de Pyeongchang 2018 en Corée du Sud. La même année, elle gagne le classement général dans la spécialité et conserve son titre mondial en ski boss parallèle. Alors, petite question, messieurs, est-ce que vous savez combien de titres mondiaux détient Perrine Lafont? Les sœurs des enchères. Faites vos enchères. Elle en a 6, non? 5. 5. Ouais, Tout à fait. Noé escroc jusqu'au bout. Hein. C'est ça. Elle est aujourd'hui 5 fois championne du monde. Elle a remporté 9 globes de cristal, dont 3 gros globes en Coupe du Monde. Et c'est la skieuse la plus titrée de l'histoire dans sa discipline. Donc un sacré palmarès. Perrine Lafont, elle s'engage aussi dans des causes qui lui tiennent à cœur, telles que le réchauffement climatique et son impact sur les stations de ski. La hausse des températures est parfois mise de côté par les instances, je cite. C'est tellement au-dessus de nous dans les hautes sphères que cela paraît compliqué de faire bouger les choses. Le fait que les JO soient organisés à Pékin sur des pistes 100% artificielles est d'ailleurs une aberration selon elle. Pour revenir un peu chronologiquement, lors de la saison 2020-2021, elle s'adjuge le seul titre qui manquait à son immense palmarès, celui de championne du monde des bosses simples, notamment grâce à 5 victoires consécutives. Aux Jeux Olympiques 2022 en Chine, elle est l'une des têtes d'affiche de la délégation tricolore et un grand espoir de médaille. Cependant, elle termine au pied du podium et ne réitère pas l'accomplissement de
de 2018. Elle ne se morfond cependant pas sur son sort puisque quelques mois plus tard, en fin février 2023, elle réalise en l'espace de 24 heures un doublé historique boss simple, boss parallèle en Géorgie au mont-dieu de Bakouriani. En novembre 2023, elle annonce effectuer une pause de plusieurs mois dans sa carrière pour se reposer et préparer les mondiaux 2025 ainsi que les JO 2026 de Milan-Cortina. Bien qu'elle participe à une manche de Coupe d'Europe et s'offre même le luxe de la remporter en mars 2024, elle choisit de ne pas prendre part au reste de la saison. Son nom marque de nouveau l'actu la semaine dernière à l'occasion de son retour en Coupe du Monde. Elle renoue avec la victoire après un an d'absence lors de l'étape de Ruka en Finlande. Comme si elle n'avait jamais quitté la discipline finalement. Elle déclare « Cette pause était programmée pour que je puisse bien me régénérer et retrouver une certaine fraîcheur, le but étant avant tout de renouer avec la compétition. » Objectif atteint donc avec la manière pour la boss des boss. Et dernier petit tour de table, est-ce que vous pensez que ça innore des bonnes choses pour les Jeux Olympiques 2026, sachant qu'elle est encore jeune et qu'elle peut peut-être tenter ceux de 2030 dans les Alpes françaises? J'ai l'impression en tout cas que c'est une athlète qui fonctionne à la confiance. C'est beaucoup au mental et je pense que ouais, gagner. En fait, elle, pour moi, c'est vraiment le profil qui quand il gagne, amène d'autres victoires derrière. Je sais pas si c'est un ressenti partagé, mais j'ai l'impression en tout cas que si elle se met tout de suite en jambes, elle prend confiance, elle gagne plus facilement ses courses, du coup elle fait que de gagner et c'est un enchaînement positif à moins d'une blessure. Voilà, peut-être toujours ces problèmes-là, sachant que c'est un sport quand même jamais pu essayer le ski de boss, mais ouais, c'est costaud. Ça a l'air traumatique pour les articulations, ça doit piquer. Mais après, les ligaments croisés commencent à siffler là. Merci Marin. Mais après, elle a montré qu'elle avait le niveau pour être une top compétitrice, donc franchement, on peut avoir de grands espoirs en elle pour les prochains Jeux d'hiver. Hein. Ouais. Vous aussi, vous suivez. Alors après, ça fait un peu loin quand même déjà les Jeux d'hiver de Milan, mais bon, il y a des athlètes à ce niveau-là. En tout cas, on commence à les préparer. Vous misez aussi sur elle pour la délégation française. Elle aura 31-32 ans, donc en 2030. Ouais, c'est ça, elle était championne olympique très très jeune, je crois. Enfin, moi, je me rappelle vraiment. C'est en 2018, du coup, qu'elle était championne olympique. Ouais, elle avait quoi? Elle avait 19 ans, ouais. Elle a très vite été une grande championne, donc je pense que là, avec la motivation, si en plus elle a eu un petit break, là, à mon avis, elle va revenir en pleine forme. Et là, du coup, la saison a bien débuté, je crois, en plus, donc c'est de bon augure pour la suite. D'excellent augure pour la boss des boss, comme la catégorise Julia. Je n'ai pas du tout inventé ce jeu de mots. C'est pas grave. Je le trouve très sympa. C'est très CSC. Donc moi, ça me va parfaitement. Merci beaucoup, Julia, pour ce petit portrait donc de Perrine Lafont, mais qui commence, c'est vrai, comme tu vous le disiez, très jeune déjà, on parlait d'elle et ça commence à faire pas mal de temps qu'on parle d'elle. Allez, temps d'une deuxième petite pause musicale après les numéros 10 de Booba. On va peut-être pas que mettre du Booba, Guillaume. On va se calmer. On s'aventure dans le thème de Noël et de l'hiver avec une artiste féminine mondialement Mariah connue. Carey. Et non, pas de Mariah Carey, je ne l'accepterai jamais. En revanche, un petit air de Sia et son hit Snowman, ça me plaît bien. Alors on s'écoute ça avant la suite et la fin de ce 10e épisode du CC. Restez branchés. À tout de suite. Voilà, après la douceur de Booba, la douceur de Sia dans le Campus Sport Club. Il est 23h45, passé de quelques secondes sur Radio Campus Lille 106,6. Et on va pouvoir attaquer le dernier quart d'heure, la fin de ce Campus Sport Club, le dernier quart-temps, avec, ma foi, c'est une petite nouveauté, voilà, qu'on va tenter ce soir, en tout cas, à laquelle va se tenter, Noé, avec un petit billet du soir, avec un intitulé. Si je reprends tes termes, le sport, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre, Noé? Explique-nous un peu. Et oui, c'est ça. Bonsoir à tous, je redis bonsoir. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai réalisé il y a pas longtemps, donc qui tient en 7 mots que Adrien a brillamment introduit. Le sport, c'est quand même super bizarre. Alors, je parle pas tant de la pratique du sport en elle-même, quoi qu'il y aurait des choses à dire sur celui ou celle qui a trouvé fun de balayer une patinoire pour qu'un palais atteigne sa cible. Je parle plutôt de nous, les spectateurs. Pourquoi est-ce qu'on allume notre télé plusieurs fois par jour, parfois, pour regarder des gens qu'on connaît pas, taper dans une balle, tirer sur une cible ou conduire une voiture? Attention, c'est l'instant méditatif. J'appelle tout le monde à réfléchir à sa propre consommation du sport. Alors évidemment, je suis un grand fan de sport, le pratiquer ou le regarder fait partie de ma vie depuis bien longtemps, mais récemment je me suis posé et j'ai fait le constat suivant, qui est glaçant, je n'ai pas peur du mot. L'athlétisme, en fait, c'est juste savoir qui court le plus vite, qui sait qui saute le plus haut,
qui lance le plus loin. La voile, la Formule 1, en fait, c'est juste un concours de « c'est moi qui vais plus vite que toi ». Le golf, attendez, le golf, c'est quand même, regarde ce gars-là avec sa Rolex, il peut envoyer la balle dans le trou qui est tout là-bas. Bon, par contre, comme c'est un peu loin, il monte dans la voiture, hein, quand même pas se fatiguer, c'est pas fait pour ça le sport à la base. Je suis un peu taquin avec les golfeurs parce que j'en ai fait moi-même. Voilà, je me confie au conflit. C'est ça ton grand passé de sportif. C'est ça, entre autres. Mais revenons-en à nous. Pourquoi est-ce que j'ai toujours les mêmes émotions quand je regarde pour la 12e fois un résumé du parcours des Bleus en 2018 ? Pourquoi on est aussi surexcité à l'idée de voir quelqu'un faire des allers-retours dans une piscine en nageant de 4 manières différentes, tout ça pour voir s'il va battre le record de celui qui a fait exactement pareil quelques années plus tôt ? Est-ce que c'est le suspense de voir s'il va y arriver ? Parce que, oui, j'imagine que ça doit jouer, parce que moi, personne vient me voir à la piscine de Marc-en-Barœul le jeudi après-midi de 14 à 15 pour voir si je vais enfin battre ce record. Et pourtant, je fais de super coulées, donc qu'est-ce que les gens ratent finalement ? Alors, c'est peut-être l'aspect géographique. Ici, on est pour Lille, Lens pour certains et certaines. La France, globalement, c'est partagé dans les compétitions internationales. Mais là encore, pourquoi est-ce que c'est si important pour nous que ce soit les Lillois qui arrivent le mieux à envoyer la balle dans les filets des Monégasques, ou bien que les Françaises marquent un essai de plus que leurs homologues écossaises ? Eh bien, j'ai une théorie là-dessus. Je vous la fais courte. En fait, le sport, c'est nos instincts les plus enfantins qui refont surface. Vous savez, ces moments dans la cour de récré où on fait la course, on joue à qui crache son noyau de cerise le plus loin. Peut-être que je suis le seul à avoir joué à ça, je ne sais pas. Et ben le sport, c'est juste ça, mais à plus grande échelle, avec une meilleure organisation et beaucoup plus de moyens. Et ça a des avantages, parce que, par exemple, ton pote à qui appartient le ballon et qui perd le match, si c'est la Coupe du Monde, il peut pas récupérer sa balle et aller bouder dans un coin. Quoique, c'est vrai qu'on se souvient d'un France-Koweït de 1982, on va voir qui a la référence sur le plateau, où le frère de l'émir koweïtien était descendu sur la pelouse pour faire annuler un but, suite à une situation litigieuse. Mais bon, c'est quand même des situations assez rares. On était tous nés, de toute façon. Oui, bien sûr. On s'en souvient. On est tous 40 ans à peu près. Mais en gros, quand on fait du sport, on peut redevenir des enfants, dans le sens où on a toutes et tous le même objectif, battre nos adversaires. Peu importe qu'on les connaisse ou pas, qu'on les aime, qu'ils soient de notre famille même. Et quand on regarde du sport, en fait, on regarde des adultes qui, l'espace d'un instant plus ou moins long, sont autorisés à avoir les mêmes aspirations qu'un enfant de grande section. Et c'est trop cool. Alors je finirai comme ça. Le sport, on dirait que ça n'a pas beaucoup de sens de le pratiquer, encore moins de le visionner, mais pour une raison étrange, c'est l'une des choses que l'on a inventées qui nous fait le plus vibrer. Alors, autant en profiter. Et je vous offre même la rime au passage. Oh, il est poète, ce Noé. Allez, on note tout de suite, on n'a aucune pitié, notons tous ensemble, Marin, une note sur 5 de ce billet. Impression. Ah, je rigole. Ah, c'est peut-être pas bien, je sais pas. C'est pas bien? Non, 10. Ouais, donne des notes à 10. Là-bas. Tout le monde est très généreux sur ce plateau. Non, c'était vachement cool. Non, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est fou, cette excitation qui nous transporte, qui nous pousse déjà à venir un mardi soir à 23h, parler de sport pendant 1 heure. Et oui, faut quand même être motivé, tu vois. Je suis très motivé. Ouais, braver le froid. Et on n'a pas atteint les minimales de saison. Ça va. Et Marin, peut-être qu'il voulait vraiment donner sa note, en fait. Non, mais c'était un super billet. J'ai rien à dire de plus. Ça va peut-être vous inspirer pour la prochaine fois. C'est Julia qui va revenir. J'ai essayé le ski de boss avec des hématomes partout. Les boss, je les ai. Le ski, pas encore. Je sais pas. Bon, merci en tout cas beaucoup Noé pour ce billet. Voilà, peut-être qu'à l'avenir dans le CSC, on en aura des aussi bien écrits avec les pieds. C'est faux évidemment. On va pouvoir continuer. Il nous reste encore une dizaine de minutes à partager ensemble. Et puis c'est le dernier de nous tous, peut-être le meilleur. Je sais pas, on verra s'il va succéder à Noé en tout cas avec ce magnifique billet. C'est l'heure des immanquables de Guillaume. Sortez vos agendas, prenez vos stylos et notez bien, c'est l'heure des immanquables de la semaine du Campus Sport Club. Et puis on va quand même, puisque c'est la saison, parce que c'est l'événement du moment, et je l'ai dit avec beaucoup d'enthousiasme tout à l'heure, c'est l'heure de parler biathlon. Encore. Ouais. Avec la suite de la première étape de la Coupe du Monde à Kontiolahti en Finlande. Kontiolahti, disait Alexis dans l'épisode du hors-série. Avec demain l'individuel féminin. Donc on rappelle le format, 12,5 km à parcourir en ski avec 2 tirs couchés et 2 tirs debout en alternance. Jeudi, repos pour tout le monde, puis place au sprint vendredi pour les hommes et samedi pour les femmes, avec le grand final de cette première étape, les 2 mastart dimanche.
L'ensemble des courses est à suivre sur la chaîne L'Équipe et sur les canaux Eurosport. Et puis évidemment, un petit honneur au biathlon pour commencer, mais on parle de foot. On parle de foot, ouais, avec la 14e journée de Ligue 1 qui commence dès vendredi avec un choc de Ligue des Champions dans le Nord entre Lille et Brest. Le même jour à 21h, le PSG défiera l'AJ Auxerre à la Baie des Champs. Samedi, 3 matchs au programme. À 17h, Monaco accueillera Toulouse. Nice accueillera Le Havre à 19h. Et à 21h, dernier match entre Angers et Lyon. Enfin dimanche, 4 belles affiches aussi avec Lens-Montpellier à 15h. Avant 2 derbys à 17h. Dans l'Est, tout d'abord, entre Strasbourg qui recevra Reims et dans l'Ouest, entre Nantes et Rennes. En clôture de cette 14e journée, match entre 2 historiques, Saint-Etienne qui reçoit Marseille. La semaine prochaine aura lieu la 6e journée de la Ligue des Champions, avec mardi le petit poussé de la compétition Brest qui recevra le PSV Eindhoven, tandis que le PSG devra se relancer sur la pelouse du RB Salzbourg. Les 2 rencontres auront lieu à 21h. Puis mercredi, c'est au tour de Lille d'accueillir les Autrichiens de Sturm Graz. De son côté, l'AS Monaco ira à l'Emirates défier Arsenal. À noter aussi les 2 gros chocs de cette journée, Dortmund-Barcelone et Juventus-Manchester City. Les 2 dernières journées de cette phase de groupe de Ligue des Champions nouveau format se dérouleront au mois de janvier. Et puis d'ici janvier, il y aura quand même une compétition qui sera terminée, c'est l'Euro de handball féminin. Et je parlais tout à l'heure de la situation des Bleus très bien partis. Qu'en est-il de la suite, Guillaume ? Oui, après un premier tour relativement facile, les choses sérieuses commencent pour les joueuses du nouveau sélectionneur Sébastien Gardiou. Les Bleus entament jeudi le tour principal. Elles seront opposées à la Hongrie, l'un des 3 pays hôtes de cet Euro, la Suède et on l'a appris ce soir, la Roumanie et le Monténégro qui intègrent également ce 2e groupe. Les 2 premiers de ce groupe seront qualifiés pour les demi-finales. Et puis on parlait aussi des résultats de la réussite des clubs de foot en Ligue des Champions, des clubs de basket en Euroleague, on l'espère pour le rugby, puisque ça arrive. C'est ça, ce week-end c'est le début de la Coupe des Champions. 8 clubs français sont engagés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. La Rochelle ouvrira le bal vendredi soir à 21h avec un déplacement en Angleterre sur la pelouse de Bath. Samedi, 5 affiches au programme. Clermont-Trévise à 14h, Northampton-Castres et Stormers-Toulon à 16h15. Suivra ensuite Munster-Stade français à 18h30 et Racing Harlequins à 21h. Enfin dimanche, entrée en lice du sextuple champion d'Europe Toulouse qui recevra l'Ulster à 16h dans son stade Ernest Vallon. Un peu plus tôt dans la journée, l'UBB l'Union Bordeaux-Bègles accueillera les Anglais de Leicester, coup d'envoi à 14h. Puis on parlait de l'absence d'Esteban Ocon et on pourra quand même regarder ce week-end Pierre Gasly rouler normalement. C'est ça, la saison de Formule 1, la plus longue de l'histoire de la discipline avec 24 Grands Prix, touche à son terme dans le désert d'Abu Dhabi. Si le titre mondial est revenu à Max Verstappen lors du Grand Prix de Las Vegas, la couronne du meilleur constructeur doit encore trouver preneur. Avec 44 points d'avance, McLaren distance pour le moment Ferrari, mais tout est encore possible pour la Scuderia. Les pilotes s'élanceront à 14h dimanche pour 58 tours de piste. La course sera diffusée sur Canal+. Et puis on parlait aussi de Remco Evenepoel. Alors là, il sera plus question de compétition, on ne sait pas encore, mais il y a une belle cérémonie qui nous attend aussi vendredi. C'est ça, comme le Ballon d'Or pour le football, il existe une cérémonie de récompense pour les meilleurs cyclistes du monde. Il s'agit du Vélo d'Or, instauré par Vélo Magazine depuis 1992. Pour la 2e année consécutive, la cérémonie aura lieu au Pavillon Gabriel à Paris et sera retransmise en direct sur l'Équipe ce vendredi. Plusieurs trophées seront remis, notamment ceux du meilleur et de la meilleure cycliste, du meilleur coureur et de la meilleure coureuse de classique, ainsi que du meilleur coureur et de la meilleure coureuse française. Cette année aussi, un nouveau prix fait son apparition, le prix Gino Mader, nommé en hommage à Gino Mader, coureur tragiquement décédé dans le Tour de Suisse 2023. Ce prix récompensera des actions solidaires ou des causes sociétales portées par un ou une championne engagée. Et puis on finit avec le dernier round, je peux dire, de cette chronique des immanquables. On va dans l'octogone. C'est ça, à l'occasion de l'UFC 310, Cyril Gane, le numéro 2 mondial de la catégorie des lourds, fera son grand retour sur les tapis en affrontant le russe Alexander Volkov, numéro 3 mondial. Après une défaite marquante contre John Jones en mars 2023, le Français aura à cœur de montrer qu'il fait toujours partie des hommes forts de la catégorie heavyweight. Pour ce combat, il faudra se réveiller tôt puisque le combat est programmé à 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Merci Guillaume pour ces immanquables. Ouais, ça devient chaud. Ça devient chaud pour notre Guillaume qui s'en meurt. Et puis Noé qui s'en marre bien aussi. Merci Guillaume pour ces immanquables. Ça va? Merci, ouais, ça va. T'es encore là, hein? Ouais, c'est bon. Non, mais après, je vais avoir un procès au cul, hein, donc. Parle. Tout va bien, vous inquiétez pas.
Super. Il nous reste 3 petites minutes à partager ensemble et j'avais prévu bien sûr quelques petites questions pour un petit moment quiz si vous voulez jouer bien sûr, bien évidemment, sinon on parle d'autre chose. Hein. On peut en Avec profiter. plaisir. Le quiz. Voulez-vous défier? Allez, alors je vais pouvoir enchaîner. Quelques petites questions en lien avec l'actualité sportive du moment, des choses qui n'ont pas forcément été évoquées dans l'émission, peut-être certaines choses évoquées. Restez attentifs, vous répondez le plus rapidement possible et puis on voit qui répond bien évidemment. Allez, commence avec du foot. Quelle équipe a remporté samedi la Copa Libertadores? On a l'info ici. Regarde si les chroniqueurs voient les petites choses là. Hein? Non? De toute façon, au bout de quelques secondes, je déclare la question annulée. Hein, non Botafogo, non? Oui, voilà, il s'est mouillé, Guillaume, il s'est mouillé. Botafogo, Je sais vainqueur. plus c'était qui l'adversaire. Avec l'ordi sous les yeux, bien évidemment. Vainqueur 3-1 en finale face à l'Atlético Mineiro, malgré un rouge sorti après quelques 30 secondes de jeu pour Grégory. Et finalement, Botafogo, c'est 3-1 pour 3 tirs, 3 cadrés et 19% de possession de balle. Voilà. Le PSG devrait prendre note. Quel exploit jamais réalisé a failli réussir le relais masculin français lors de sa victoire à Conciolardi? 40 sur 40. Ouais, le fameux presque 40 Elle a sur 40. dégainé là. Elle a dégainé la carabine. Bam, voilà, elle est là, Julia. Bam, Julia Simon, elle est avec nous. Un petit peu moins talentueuse, mais... Voilà. Et c'est Emilien Jacquelin qui a pioché sur ses derniers tirs sur le debout. On est passé pas loin du parfait. Si vous êtes toujours à suivre un peu le Vendée Globe quand même, quel cap vient de passer la première moitié des participants de cette 10e édition? Le Cap de Bonne-Espérance. Oh, il y a une égalité, c'est beau, ça. Cap de Bonne-Espérance qui est où? Question bonus. Afrique du Sud. Ah là là. C'est beau. Exactement, le cap de Bonne-Espérance. Ils sont 18 sur 39 à avoir à peu près franchi ce cap. Et la tête de course est même déjà bien engagée dans l'océan Indien, direction l'Australie. Allez, devinette. On cherche un sportif qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je suis un footballeur espagnol à la retraite, passé entre autres dans mon pays par l'Atlético Madrid, Valence ou encore Barcelone. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein. J'ai marqué beaucoup de buts en David club Villa. comme oui, il fête ses 43 ans, c'est David Villa, bien joué. Je vais pas finir comme ça, je fais une question de plus, mais Noé a son point. Attention, on notera que Marin est soit peu réactif, soit très silencieux. Je sais pas. J'ai eu Cap de Bonne-Espérance, mais... Oui, mais bon, Ouais, hein, 0,5 c'est- chacun. C'est des égalités, tu vois. C'est pas ça. Allez, un peu plus difficile peut-être, et comme ça je lance aussi un peu en fond l'outro de cette émission. Le chinois Ding Liren est en train de défendre en ce moment son titre au championnat du monde contre l'Indien Domaraju Gukesh. De quoi parle-t-on? De quelle discipline? Ding Liren contre Domaraju Gukesh. C'est en ce moment, les deux hommes s'affrontent. Et le premier est en train de défendre son titre. Attention, 5, 4, personne La ne se mouille. pétanque. Non, De la lutte. non, Tennis de table. c'est avec des petits pions. Des échecs. Oui, les échecs, exactement. Il est en train de défendre son titre. Ils en sont à la 7e partie et 3,5 partout. Et une petite question pour finir. J'y étais dimanche après-midi. Le SBVA LM, l'équipe féminine de basket de Villeneuve d'Ascq, juste à côté d'ici, a décroché une victoire miraculeuse chez elle face à Tarbes en renversant le match dans le dernier quart-temps. À votre avis, combien de temps au cumul ont mené les Villeneuvoises dans cette rencontre? 5 secondes. Moins. Oh la 3. vache. Moins. 2. Oui, Marin qui décroche le dernier point. Bravo Marin. 2 secondes sur un dernier tir stratosphérique, 3 points. Voilà, bravo Marin. Merci Marin. Avec grand plaisir. Merci Julia. Avec plaisir aussi. Merci Noé. Avec plaisir aussi. Et merci Guillaume. Et merci Adrien. Et le Campus Sport Club revient la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous dis, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.